Chaque jour, des femmes et des hommes se battent pour ouvrir les portes de la santé. Et c'est l'amour qui s'éveille. Pourtant, il existe encore des inégalités dans l'accès aux soins. Le groupe mutualiste Vive agit à leur côté pour le droit à la santé. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous. Bonjour à toutes et à tous. Face aux prévisions d'évolution du nombre de personnes âgées dépendantes et dans l'optique de favoriser leur maintien à domicile, les effectifs et les moyens dédiés à la prise en charge de la perte d'autonomie doivent évoluer. Et au regard des nombreux problèmes et défis du virage domiciliaire, notamment médico-sociaux et logistiques, cette émission est destinée à faire le point sur ce dont nous disposons aujourd'hui et sur ce qu'il faudrait peut-être mettre en place demain. Pour cette émission Fréquence Médicale réalisée en partenariat avec le groupe Vive, nous avons le plaisir d'accueillir en distanciel le docteur Kiledjian, gériatre, animateur de la filière gérontologique de la région de Vienne, directeur du dispositif d'appui à la coordination des projets de santé. Avec nous également le docteur Clotilde Bonnet, médecin généraliste avec un intérêt particulier pour la gériatrie à Lyon, à Vienne aussi, et qui va m'aider à animer cette émission. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau monsieur Jérôme Fermand, directeur d'un service de soins infirmiers à domicile, un SIAD du groupe Vive à Orléans. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, on va commencer, d'après les différentes enquêtes, on voit qu'il y a un vieillissement de la population et qui est pas exponentiel, mais qui est en croissance très forte. Et le maintien à domicile devient un problème amené à s'amplifier au fil des années. Alors, est-ce qu'on a une idée de l'évolution démographique ? Est-ce qu'il veut commencer, Jérôme Fermand, et puis après, M. Kiledjian ? Alors, on va avoir 28,7% de personnes au-delà de 65 ans à terme de 2070. Ce qui va représenter à peu près 21,9 millions de personnes de 65 ans et plus. Donc une très forte population en devenir à prendre en charge avec de la dépendance. Éric Kiledjian, du point de vue du médecin gériatre que vous êtes, chargé de la coordination, ça représente une grosse vague quand même, qui monte. Ça représente une grosse vague. Le défi est majeur. Les acteurs, enfin ceux que je connais de la santé au sens large, ça inclut également le social, sont très inquiets. Et pas seulement à cause de l'évolution démographique, mais aussi parce que le système de santé est en crise actuellement et que cette crise d'un avis assez majoritaire va durer peut-être 10 ans. Voilà le challenge. Et donc on voit un effet de ciseau avec de plus en plus de gens qui vieillissent, et plus ils vieillissent, plus ils vont devenir dépendants, et puis des moyens qui sont actuellement déjà insuffisants et où on est très inquiet. Clotilde, une première question ? Question qui va peut-être s'adresser plutôt au docteur Kiledjian, parce que je vais aborder un aspect sur la question purement médicale. Est-ce qu'on peut envisager un maintien à domicile pour toutes les personnes âgées dépendantes, ou est-ce qu'il y a des situations médicales que l'on sait incompatibles avec un projet de maintien à domicile ? Ma réponse est oui, on peut envisager. Alors, je redirai un mot à propos de la terminologie maintien à domicile après. Il me semble qu'il y a 2 limites majeures à un ETH professionnel à domicile. Le première limite, c'est les troubles psychocomportementaux, pour lesquels on n'aurait pas de solution, évidemment, solution médicamenteuse en particulier. Et c'est principalement soit au cours des troubles neurocognitifs, maladie d'Alzheimer par exemple, soit parfois également des troubles de la santé mentale chez des gens vieillissants. Et l'autre limite majeure, c'est l'isolement social, c'est-à-dire l'absence d'un proche aidant à proximité, alors pas forcément qui cohabiterait avec la personne, mais en tout cas suffisamment disponible. Voilà. La question du proche aidant est une difficulté assez relative. On peut avoir des personnes âgées en GIR 1, c'est-à-dire grabataires, qui sont seules dans leur logement. C'est tout à fait possible. Voilà. C'est ce que vous rencontrez, Jérôme Fermand ? Oui, tout à fait. Dans le cadre de cette direction SIAD et de ce travail du SIAD, effectivement, nous rencontrons des personnes de GIR 1 à 4, donc fortement grabataires ou alors avec une dépendance modérée. Malgré tout, effectivement,
cette dépendance va fortement influer sur la capacité de maintien à domicile. Et effectivement, comme on le disait juste avant, la participation d'un aidant ou non, et donc d'un isolement social, va aussi influer sur la capacité de maintenir la personne à domicile. Tout de suite, une autre question. Qui est-ce qui définit si le maintien à domicile est possible? C'est le médecin généraliste? C'est un expert en aide à domicile? C'est un gériatre? Éric Hiledjian? C'est une excellente question parce qu'elle introduit tout de suite la notion de chef d'orchestre. Voilà. Donc clairement, il s'agit en fait d'une alliance d'un projet qui est co-construit autant que possible avec la personne elle-même, mais bien sûr avec son entourage et avec les partenaires professionnels. Il y a une vraie alliance autour d'un projet qui est un projet de vie. Et toute la difficulté est là, et les écueils de rester à domicile sont là également. Parce qu'il y a de l'ambivalence, il y a des résistances, il y a un décalage entre ce qui est annoncé et ce qui est montré en acte. Voilà, j'en dis pas plus pour le moment. Alors, pour aller un petit peu plus loin et dans le concret, je dirais que au niveau des services de soins infirmiers à domicile, des infirmières coordinatrices vont aller évaluer la capacité de prendre en charge au niveau du domicile, à savoir de pouvoir faire des soins de façon sécure avec du matériel, aussi avec l'approbation de la personne elle-même et de son entourage. On met aussi dans cette boucle des partenaires de type dispositif d'appui à la coordination, et puis des kinésithérapeutes, des infirmiers libéraux, et tous ces acteurs vont pouvoir nous orienter sur notre capacité à prendre en charge au domicile ou pas. J'oubliais les services d'aide à domicile qui évidemment participent à cette coordination. Clotilde, sur l'intérêt finalement de maintenir les gens à domicile, faut-il les maintenir à tout prix? Vous aviez une question? Voilà, exactement. J'ai une question, peut-être encore une fois pour le docteur Hiledjian, et vous en profiterez peut-être pour dire ce que vous vouliez sur la notion de maintien à domicile, parce que je pense qu'en effet, elle est à définir. Mais la question déjà, c'est est-ce qu'il faut maintenir à tout prix les gens à domicile? Est-ce que les gens vieillissent mieux, en meilleure santé à domicile? Que ce soit pour la santé physique et mentale. Éric Hiledjian? D'accord. Donc la première chose, c'est une note d'humour. La terminologie maintien à domicile, je l'utilise jamais, moi. L'humour étant qu'on pourrait faire un synonyme en disant assignation à résidence. C'est pas à peu près la même chose. Or, il ne s'agit pas du tout de ça. Vous voyez la connotation un peu pénitentiaire, justement. Il s'agit en fait de faire un projet positif, qui est un projet d'étayage professionnel à domicile. Cet étayage professionnel comporte des aspects techniques et organisationnels. Il comporte également un vrai projet de soutien, et le soutien n'est pas qu'à la personne âgée dépendante, il est à l'entourage et notamment aux proches aidants. Ça, c'est pour le premier point. Et ensuite, Clotilde, s'il vous plaît, j'ai oublié la deuxième question. Je me demandais, est-ce qu'il faut envisager le maintien à domicile? Est-ce que ça a un réel bénéfice? Est-ce qu'on vieillit mieux à domicile ou non? Puisqu'on a cette société, on veut maintenir à domicile, assigné à résidence, comme vous dites. Mais le faut-il pour la santé? Alors, je ne sais pas d'où vient ce postulat. Si, je sais d'où vient ce postulat qu'on serait mieux chez soi qu'en établissement. Probablement que ce sont des enquêtes qui ont été posées à des gens en bonne santé, comme vous et moi. Et évidemment que je ne peux pas envisager, même si j'ai passé 60 ans, d'aller vivre en EHPAD quand je serai en mauvaise santé et dépendant. Et même les personnes âgées dépendantes, quand elles sont chez elles, c'est exceptionnel qu'on puisse avoir un consentement pour aller en établissement. C'est une autre question, la question du consentement à l'établissement, mais si on pose la question à des gens qui doivent se projeter vers une vie en établissement, forcément, j'imagine bien que 90% des personnes disent « je veux rester chez moi ». Mais si on pose la question à des gens qui sont en établissement depuis plus de 3 mois, ma conviction, c'est que 90%, voire plus, des résidents qui sont en capacité de répondre, et quand on ne répond pas avec sa voix, on répond avec son comportement, disent « je suis bien dans cet établissement, c'est un vrai lieu de vie, je suis en sécurité, il y a une belle vie sociale ». Voilà. Est-ce que, Dr Hiledjian, vous ne constatez pas des syndromes de glissement, des désorientations temporo-spatiales lorsque on fait partir une personne de son domicile pour l'emmener, contre son gré, en tout cas sans consentement éclairé, vers un établissement de type EHPAD ou maison de retraite?
Plutôt pas. Et en réalité, quand les conditions de vie à domicile sont compliquées et qu'il y a une entrée en établissement, alors le sujet du consentement, je veux bien en dire 2 mots, mais peut-être pas maintenant parce que ça peut être un peu long. Bien souvent, les familles nous disent au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, notre parent revit depuis qu'il est en EHPAD. Vous voyez, on pourrait faire une comparaison en disant, il y a certaines personnes âgées qui disent « Je suis malade, je ne veux pas aller à l'hôpital parce qu'on meurt à l'hôpital. » On meurt à l'hôpital parce qu'on est malade, pas parce qu'on est à l'hôpital. Et certaines personnes diront « Je ne veux pas aller en EHPAD parce qu'on meurt en EHPAD, évidemment, mais on ne meurt pas parce qu'on est en EHPAD. » Je crois qu'aujourd'hui, l'EHPAD a changé, même s'il y a encore beaucoup de choses à penser en termes de lieu de vie et de lieu de vie sociale. La qualité de vie en EHPAD est bonne. Le syndrome de glissement, je ne dirais pas que ça n'existe pas, hein, mais en réalité, ça ne me paraît pas significatif et on n'est pas toujours mieux chez soi. Alors justement, les dispositifs de maintien à domicile, ceux dont on dispose actuellement, quels sont-ils rapidement, Jérôme? Alors, il existe des dispositifs un peu financiers, l'allocation pour les personnes âgées, donc l'APA, qui est versée par le conseil départemental, mais également la PCH, donc la prestation compensatoire du handicap. Pour ne citer qu'elle. Ensuite, sur les établissements et services, il existe également l'hospitalisation à domicile, donc, qui est rattachée à un établissement sanitaire, hôpital. Ensuite, les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide à domicile. Voilà, et depuis le 13 juillet dernier, donc une réforme a fait son apparition, qui est la réforme des services autonomie à domicile, donc une porte d'entrée unique pour les personnes dépendantes au domicile. Alors Éric Killedjian, vous dirigez une filière de soins gérontologiques. En quoi ça consiste et est-ce que justement vous étiez chargé d'organiser ce passage d'un dispositif à l'autre pour les personnes âgées dans la Vienne ? Alors, la filière gérontologique est un terme, on va dire, qui est dans le langage courant, mais en Auvergne-Rhône-Alpes, il a ce site particulier que l'Agence régionale de santé, en Rhône-Alpes en tout cas, il y a plus d'une dizaine d'années, a voulu formaliser et financer, en tout cas apporter un financement pour le fonctionnement de ces interactions et ces coopérations entre tous les dispositifs de la filière, qu'il s'agisse, alors vous les avez cités, M. Fermand, tout à l'heure, mais ça inclut également les séquences d'hospitalisation et les EHPAD. Donc l'enjeu, c'est de mettre en route une dynamique territoriale. Globalement, les filières, c'est environ 200 à 300 000 habitants, hein, pas tous âgés bien entendu, c'est tous habitants confondus. Mettre en route une dynamique qui comporte par exemple des coopérations formalisées, des projets de formation conjoints et des rencontres. Voilà pour faire court. Voilà. D'autres dispositifs existent de type dispositifs renforcés d'accompagnement à domicile, donc les DRAD, et puis les SPASAD qui vont également devenir des services autonomie à terme de 2025. Et alors, vous dirigez un SIAD, comment ça s'intègre dans ce dispositif et quelles sont vos missions et vos possibilités ? Alors, les missions du SIAD sont de limiter, j'allais dire, la dépendance de la personne tant que faire se peut, c'est-à-dire en post-opératoire, par exemple, sur des personnes qui auraient de la dépendance aiguë. Le SIAD va intervenir pendant ce temps de dépendance et ensuite, lorsque l'autonomie est revenue, va pouvoir s'écarter de la prise en soin du patient. Pour des patients un peu plus chroniques, le SIAD va intervenir donc à plus long terme, pour des personnes de 60 ans et plus, dépendantes, donc on a dit de GIR 4 à 1, et puis pour des personnes porteuses de handicap de moins de 60 ans. Voilà. Et ça se fait comment, ça? C'est sur prescription du médecin? Effectivement, les SIAD sont des dispositifs infirmiers qui n'interviennent que sur prescription médicale et ne réalisent que des soins. Donc des soins soit de nursing, hygiène et confort, soit des soins dits techniques par le biais des infirmières. Donc ça peut être des pansements, ça peut être des poses de perfusion, tout type de dispositifs qui sont faits à domicile par des infirmières. Et voilà.
Et où s'arrêtent vos missions quand il y a des problèmes de santé plus complexes et que peut-être il faut faire intervenir l'HAD? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui décide? C'est le médecin? C'est vous qui dites que vous êtes en limite de... Alors, les deux peuvent être possibles, à savoir que l'infirmière dite coordinatrice va évaluer le degré de dépendance de la personne prise en charge et va se dire... On est arrivé au bout de notre capacité à prendre en charge et on va faire un relais sur des dispositifs d'oxygénothérapie, vague-thérapie par exemple, et on va demander à ce que l'hospitalisation à domicile intervienne pour pouvoir prendre en charge ce patient. Sur des dispositifs un peu moins lourds, pareillement, si on constate que le SIAD n'a pas vocation à prendre en charge ce patient, on orientera le patient vers des services d'aide à domicile. Voilà. Une évaluation est faite systématiquement. Et Eric Légian, comment est-ce que donc l'HAD n'a pas vocation à assurer des soins prolongés à domicile? Comment est-ce que ça... Donc on a compris comment ça commençait. Comment est-ce que ça se termine? Et comment l'HAD renvoie, si j'ose dire, vers un SIAD ou vers une aide à domicile? Comment ça se passe? Les choses se font assez naturellement et simplement. L'HAD, quand elle estime que les soins techniques sont simplifiés, qu'on n'est pas en situation de soins palliatifs et en fin de vie à domicile, cherche des relais. Alors les dispositifs d'appui à la coordination, les DAC comme on dit, peuvent aider aussi les HAD à trouver les partenaires, à faire assurer une continuité de l'information patient vers les dispositifs de relais. Voilà. De nombreux SIAD font des conventions de partenariat avec les dispositifs HAD, tant et si bien que ça facilite le relais entre l'HAD et les services de soins infirmiers à domicile. D'accord. Et après, quels sont les principaux obstacles finalement au maintien à domicile que vous rencontrez dans votre pratique tous les deux? On va commencer avec vous peut-être, Eric Légian. Vous nous avez parlé tout à l'heure des troubles neuropsychiques, évidemment. C'est un obstacle si les gens se mettent à divaguer un peu partout. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, écoutez, l'autre difficulté, c'est que les choses vont mal et que l'offre de soins n'est pas au rendez-vous. Comment dire, il y a plusieurs analyses, plusieurs composantes à ce constat, mais globalement, trouver aujourd'hui un service d'aide à domicile, trouver une infirmière libérale, trouver un médecin généraliste qui va suivre un patient qui ne va pas à son cabinet, etc., c'est devenu très compliqué. Et ça, d'ailleurs, empoisonne les fonctionnements des hôpitaux, au passage. Cette crise, elle a été clairement amplifiée par la période confinement et Covid. Elle touche beaucoup, me semble-t-il, à une évolution sociologique de la relation au travail des professionnels de santé, médecins, infirmiers et pas que. Et cette relation au travail conduit également vers des modalités d'exercice professionnel qui sont différents. Aujourd'hui, c'est beaucoup l'intérim, beaucoup l'auto-entrepreneuriat, y compris pour des aides-soignantes qui pourraient travailler en SIAD et qui préfèrent travailler de façon autonome. Il y a des formes de défiance vis-à-vis d'un certain management directif, un management d'ailleurs qui est en difficulté, qui a beaucoup de bonne volonté, mais qui a du mal à s'adapter à des nouveaux salariés d'une certaine manière. Quand j'ai dit nouveaux salariés, je n'ai pas dit jeunes salariés, c'est-à-dire que quel que soit l'âge des professionnels de santé, l'évolution de la relation au travail a changé. Et le travail des soignants a ceci de particulier que c'est un métier qui demande et qui est accompagné de façon tout à fait régulière par un engagement fort des professionnels. Et c'est aussi un métier de relation. Voilà. Donc la crise, elle est là. On peut s'interroger sur l'attractivité des postes. Je ne connais pas de service, de dispositif en ville et à l'hôpital qui n'ait pas des problèmes de recrutement. Ce n'est certainement pas qu'une question de salaire, c'est une question également de sens au travail, c'est une question de cohérence éthique entre ce qu'on demande aux salariés d'accomplir comme tâche, comme soin, et les valeurs personnelles et valeurs d'entreprise. C'est assez compliqué en réalité. Jérôme Fermand, vous avez les mêmes problèmes? Alors oui, effectivement, comme vous le disiez justement, les problématiques de personnel, nous subissons actuellement, le contre-coup de la crise Covid. Et vous avez des salariés ou vous travaillez avec des libéraux? Alors, aujourd'hui, nous travaillons avec les deux. C'est-à-dire que le parti a été pris de ne pas avoir d'infirmières
de soins, donc salariés à l'intérieur de notre SIAD, malgré tout, nous conventionnons avec de multiples infirmières libérales qui interviennent pour nous pour pouvoir réaliser les soins plus techniques. Pour les soins qui sont d'hygiène, des soins de base, d'accompagnement et confort, ce sont des aides-soignantes qui réalisent ces soins et ce sont des aides-soignantes qui sont salariées. Et c'est sur ces sur ces aides-soignantes que nous rencontrons des difficultés de recrutement, effectivement, pour des personnes qui préfèrent partir peut-être sur de l'intérim. Clotilde, une question ? Oui, je rebondis sur le problème de l'accès aux soins, de recruter les professionnels de santé. Je suis d'accord que le nerf du problème est là. Vous qui êtes sur le terrain, en contact de ces professions, on voit les problèmes, mais est-ce que vous avez des solutions? Comment attirer en fait ces professionnels de soins? Qu'est-ce qui marche? Est-ce qu'il y a des nouveautés pour fidéliser, recruter, ou est-ce que vous avez des idées de ce qui fonctionnerait au-delà de la revalorisation des salaires, qui est sans doute indispensable, mais pas uniquement sur ce point-là. Oui, Jérôme Fermand, je rappelle que vous travaillez au sein du groupe mutualiste Vive, donc vous avez la possibilité d'avoir des expériences multiples à travers la France, c'est ça ? Effectivement. Alors, ce qu'on va mettre en avant, ça va être un parcours de formation qui va peut-être être attractif aussi et montrer qu'une évolution à l'intérieur du groupe lui-même est possible. Des personnes qui n'auraient pas de qualification, pas de diplôme, on va pouvoir leur proposer un parcours de formation qui va leur faire obtenir un diplôme d'aide-soignante, par exemple, ou, in fine, peut-être un diplôme d'infirmière et peut-être même des études universitaires pour obtenir des diplômes supplémentaires. Donc ça, c'est un vrai levier d'attractivité, un parcours de formation. La deuxième chose, c'est mettre en place de la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, les salariés sont très attachés à cette qualité de vie au travail, où on va avoir un focus sur le partenaire lui-même et lui montrer qu'on va mettre des outils en place pour qu'il puisse se détendre au travail, pour qu'il puisse être en sécurité. Et ce sont des leviers aussi d'attractivité. Des véhicules peut-être, et d'autres outils. Mais effectivement, aujourd'hui, la qualité de vie au travail est un point essentiel. Alors, on a vu qu'il y a une grosse vague qui arrive, qui est déjà assez forte. On a vu que face à ça, le gouvernement avait une politique de virage domiciliaire, qu'il a appelé virage domiciliaire, à savoir maintenir le plus longtemps possible les gens à l'hôpital. Ça suppose deux choses, c'est que, en plus de la croissance, les gens vont être de plus en plus vieux à domicile et probablement de plus en plus dépendants. Et donc, il va falloir non seulement augmenter les structures actuelles, mais éventuellement les adapter. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi un décret qui était passé récemment, qui prévoyait une espèce de porte d'entrée unique dans cette prise en charge domiciliaire. Jérôme Fermand ? Effectivement, le décret est apparu le 13 juillet dernier. Qui est une réforme des services autonomie et qui va donc créer une porte d'entrée unique en fusionnant à la fois les services d'aide à domicile et les services de soins infirmiers à domicile à horizon de 2025. Avec quel objectif ? L'objectif, c'est d'éclaircir l'offre de services proposée en ville. Un coordonnateur de parcours va être mis en place sur ce service autonomie à domicile et va faire l'orientation soit sur de l'accompagnement aide à domicile, soit sur du soin à domicile. Donc une porte d'entrée unique pour une personne dépendante, en besoin, et donc un seul interlocuteur qui va faire le dispatching. Et donc ça veut dire que c'est le médecin traitant qui va s'adresser à cet interlocuteur unique pour que celui-ci organise ? Le médecin traitant va pouvoir s'adresser à ce coordonnateur, en tout cas à la structure de service autonomie, donc le médecin va pouvoir faire ça, et puis le patient lui-même va pouvoir, le patient, l'usager, le client, peu importe sa dénomination, va pouvoir faire la demande lui-même. Ça peut être l'entourage, ça peut être un aidant, toute personne qui juge que le patient a un besoin, l'usager a besoin d'une prise en charge, soit d'accompagnement, soit de soins. Éric Hilégian, sur cet aspect de la porte d'entrée unique, vous avez une expérience ou un commentaire ? J'ai un commentaire un peu sceptique. Autrefois, ça s'appelait SPASAD. Il y a eu des expérimentations de fait. Pour moi, le problème n'est pas la porte d'entrée. Il y a un sujet autour de la coordination, mais tous les outils existent. Et là, il y a une autre difficulté qu'on aurait pu aborder tout à l'heure en termes de limites l'étage professionnel à domicile. C'est en effet la coordination.
On a tous les outils pour ça, mais on est freiné depuis des années, et malgré une volonté qui vient d'en haut du ministère de la Santé, freiné par des cultures professionnelles qui ont du mal, en ville, qui ont du mal à concevoir la complémentarité, la coopération, la reconnaissance des compétences entre professionnels. Je veux parler par exemple médecins généralistes, infirmiers, SIAD, services d'aide à domicile pour les plus importants. Après, porte d'entrée unique, c'est bien si la porte est ouverte. Si le nombre de places en SIAD reste aussi, je vais dire un mot un peu fort, dérisoire, en réalité, les SIAD prennent en charge une extrême minorité des patients âgés dépendants à domicile. C'est probablement, enfin, je ne veux pas donner de chiffres, mais c'est une petite minorité. Donc, pour moi, cette réforme, c'est à voir, mais ce n'est pas spécialement prometteur. Et d'ailleurs, pour être en lien de façon assez proche avec un certain nombre de SIAD et services d'aide à domicile, ces gens-là, alors je parle que de mon territoire, ont le sentiment que ça vient d'en haut et que ça ne va pas changer grand-chose, quoi. Jérôme Fermand. Alors juste pour rebondir, je pense que la CNSA a annoncé l'ouverture de 25 000 places de SIAD. Là, il faudra voir ce que ça donne en termes de capacité de prise en charge au niveau des SIAD des territoires, des services autonomie des territoires. Malgré tout, il y aura aussi la problématique des ressources humaines. Combien de personnes vont être embauchées pour pouvoir prendre en charge ces 25 000 personnes, ces 25 000 places ouvertes sur les services autonomie SIAD. Clotilde ? Oui, je voulais rebondir sur une de vos réflexions, docteur Kiledjian, sur la coordination entre professionnels, là au point de vue médical. Est-ce que vous pensez que le frein à la coordination, parce que les médecins veulent pas faire appel à des structures, ou aussi des fois que les structures, pour moi, sont pas connues? C'est plutôt l'impression que j'ai eue, moi, pendant mes études ou quand j'ai exercé, qu'il y a pas mal de choses disponibles, mais qui ne sont pas toujours connues des médecins généralistes, notamment, qui sont des fois dans leur cabinet et n'ont pas accès. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème là-dessus? Oui, en effet, je vous remercie. Il y a en effet une question de connaître les dispositifs, et je ne fais aucun reproche aux médecins généralistes, et qui que ce soit d'ailleurs, de ne pas connaître, parce qu'il y a beaucoup de choses en réalité, et les aspects d'accessibilité et de droits sociaux sont très complexes, très techniques. Je crois qu'aujourd'hui, les DAC, dispositifs d'appui à la coordination, sont aussi là, pas seulement pour avoir dans leur file active des patients complexes, qui sont majoritairement âgés bien sûr, mais aussi pour apporter un appui en termes d'information et d'orientation. Voilà, donc les médecins généralistes sur notre territoire, savent s'adresser aux DAC pour s'orienter, et pas forcément pour confier à une coordination concernant un patient complexe. Oui, Jérôme Fermand. Oui. Allez-y. Allez-y, Clotilde. Non, je rebondissais. Comment, du coup, concrètement, selon les territoires, c'est pas les mêmes dispositifs. Alors, un médecin généraliste qui a des problématiques de maintien à domicile, dépendance, vers qui se tourner concrètement, quel que soit son territoire? Qu'est-ce qui fait ça dans la Vienne, par exemple? Qu'est-ce qui peut orienter les médecins? Alors, écoutez. Sur notre territoire, ce qui s'appelait réseau de santé autrefois s'appelle aujourd'hui DAC, dispositif d'appui à la coordination. Le dispositif est connu. On a vraiment plusieurs dizaines d'appels par semaine, que ce soit les structures hospitalières et cliniques, que ce soit parfois les EHPAD, et bien sûr tous les dispositifs de ville. J'ai l'impression, par les retours d'informations qu'on peut avoir, que ce point, alors c'est aussi un point d'entrée, mais un point d'entrée qui est information-orientation en premier, il est suffisamment connu. Voilà. Et à Orléans, ou dans moi, je serais plus modéré. Oui. sur le propos en disant que les dispositifs services de soins infirmiers à domicile, de façon très spécifique, sont un peu moins connus que les services d'aide à domicile, où les intervenants auxiliaires de vie vont plutôt faire de l'accompagnement type ménage, pour pas être péjoratif, mais de l'accompagnement type ménage, donc ces dispositifs sont connus. L'hospitalisation à domicile est connue également. Le dispositif
va être intermédiaire et un peu moins connu, effectivement. Et, pourquoi ? Parce que les gens passent directement par des infirmières libérales sans passer par un SIAD, c'est ça ? Effectivement, la porte d'entrée peut être effectivement l'infirmière libérale, comme ça peut être l'auxiliaire de vie qui intervient pour l'environnement de l'usager. Donc le dispositif n'est pas assez connu. Maintenant, je pense qu'un effort de communication est en train de se faire, puisque une grande transformation au regard de la réforme est en train d'arriver également. Donc le dispositif va pouvoir s'étendre. Et quand vous disiez que c'était une minorité, c'est parce que c'est une minorité de patients qui relèvent d'un SIAD, ou c'est parce que la grande majorité est prise en charge par des infirmières libérales où tout est organisé entre le généraliste et l'infirmière et les aides-soignantes ? En règle générale, oui, le médecin généraliste, lui, va prescrire des soins à domicile, pas un service de soins infirmiers à domicile. Et donc, c'est l'infirmière libérale qui va être l'une des premières à intervenir au niveau du patient. Et vous, qu'est-ce que vous apportez donc de plus ? Enfin, vous nous avez décrit les différentes tâches, mais en termes de valeur ajoutée pour les médecins, qu'est-ce que le SIAD peut leur apporter en plus ? Une meilleure coordination des soins ? Alors, la coordination des soins... un meilleur retour d'information. Effectivement, le lien est, j'allais dire, très proche entre le service de soins infirmiers à domicile et les médecins généralistes. Les infirmières coordinatrices appellent de façon régulière, quotidienne, les médecins généralistes pour leur donner un état de la prise en charge de leurs patients. Et alors les SIAD, parce que vous êtes tous les deux, Vienne, c'est pas Lyon, mais c'est juste à côté de Lyon, et puis Orléans, c'est quand même une grande ville. Il y a quand même une grosse partie du territoire où il n'y a pas grand monde. Il doit y avoir un pharmacien, 2 infirmières, et 2 médecins et un kiné. Donc j'imagine que dans ces régions-là, il n'y a pas de SIAD, et ça se fait en circuit court. Alors oui, effectivement, le circuit court existe, il est répandu, malgré tout, sur des territoires un petit peu plus ruraux. Nous avons aussi ces dispositifs de SIAD qui existent sur la partie nord-est orléanaise du Loiret. Voilà. Alors, il y avait un point que vous avez évoqué. Vous avez évoqué pour des problèmes de recrutement. Il faut pouvoir. Les gens ont changé leur comportement vis-à-vis du travail. Ça, on le voit dans tous les domaines et pas seulement dans la santé. Et puis, on voit que ce sont des métiers qui attirent pas forcément. Donc, vous avez cité des actions de formation, des actions comme ça. Et il y a un mot qu'avait cité tout à l'heure le docteur Kiledjian et peut-être aussi Clotilde, c'était la reconnaissance et peut-être d'autres aspects. Qu'est-ce que vous mettez dans cet aspect de reconnaissance ? C'est une meilleure autonomisation, une meilleure écoute de ce qu'ils ont à raconter Alors aujourd'hui, il y a ces leviers pour pouvoir capter, garder des professionnels de santé. La participation à des groupes de travail qui étaient avant réservé à des équipes administratives, des cadres de santé. Aujourd'hui, les professionnels de terrain sont pris aussi en considération et leur voix a de l'importance. Donc participation à tout ce qui va être des évaluations, des choses très normées, évaluation externe qui donne des autorisations d'exercice. Donc quand on prend en considération ces professionnels pour ces évaluations, c'est aussi une reconnaissance de ce qu'elles pensent et de leur expertise. Éric Kiledjian, sur cet aspect de la reconnaissance. Il y a un sujet autour de la reconnaissance, mais moi je n'ai pas de solution au jour d'aujourd'hui. L'option qu'on a prise sur notre territoire, c'est de faire la promotion d'un soutien mutuel, c'est-à-dire une forme d'engagement de chaque acteur professionnel de santé à regarder différemment l'autre. Et ne pas se poser qu'en victime, parce qu'il y a beaucoup de victimisation, qui a de bonnes raisons et de bons arguments. Cette crise est dramatique en cela que la coopération et l'interaction entre les professionnels réclament une certaine capacité à se soucier de l'autre, c'est-à-dire l'autre, le partenaire du soin. Or, quand on n'est pas bien, quand on est dans la frustration et la souffrance professionnelle, la souffrance psychosociale, on se replie sur soi-même et ça, c'est catastrophique. Donc, changer les regards des uns sur les autres en tant que professionnel de santé. Et je vous assure, je vise aussi beaucoup l'hôpital. Je ne connais pas tous les hôpitaux de France, mais les hôpitaux que je connais dans la proximité, c'est de plus en plus la tour d'ivoire, des gens inaccessibles qui sont dans un mode survie. Je suis extrêmement inquiet. Jérôme Fermand. Alors, pour rebondir encore sur la reconnaissance, aujourd'hui,
Aujourd'hui, on met en place des dispositifs. Alors, il y a eu un décret en 2021 sur les nouveaux actes qui peuvent être accomplis par des aides-soignantes, notamment. Et ces aides-soignantes peuvent réaliser, par exemple, des aspirations. Voilà, elles peuvent réaliser des prises de tension, avec également des prises de glycémie au niveau du domicile, avec donc une formation complémentaire où on va les faire monter en compétences sur ces choses-là. Et derrière, de vraiment leur faire confiance aussi sur les données qu'elles vont remonter. Et au regard des données remontées, des actions vont être mises en place. Ça, c'est aussi c'est-à-dire la montée en compétence des professionnels de santé et j'allais dire leur faire confiance, ce qui est très important aussi. Le mot confiance a été prononcé et je vous remercie pour ça parce que c'est une valeur extrêmement importante de la confiance. Que ne ressentent pas forcément les professionnels de santé assez régulièrement. Et quand je dis ne ressentent pas, y compris comme message subliminal venant de l'assurance maladie. Ça, c'est un sujet aussi. J'ai assisté à un conseil spécial de l'assurance maladie à Grenoble il y a quelques semaines. Il y a aussi des choses à prendre en compte dans les relations avec cette tutelle et financeurs également. Alors, il y a un acteur du maintien à domicile qui est essentiel et dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le proche aidant. Clotilde, vous avez des questions sur ce sujet ? Oui, je crois qu'ils sont actuellement un peu plus de 10 millions en France déjà, les proches aidants, avec le vieillissement de la population, plus de personnes dépendantes, plus de proches aidants, que les gens le choisissent au nom. Et je pense que comme pour les professionnels de santé, il y a cette problématique de l'épuisement de l'aidant, du risque et du manque de reconnaissance. Est-ce que vous pensez que le virage domiciliaire, un des enjeux clés, c'est de réussir aussi à soutenir les proches aidants, qui seront pour moi, je pense, un élément essentiel. Et comment ? C'est un challenge. Alors, le sujet des proches aidants n'est pas un sujet nouveau. On en parle depuis de nombreuses années. Et pourtant, il y a encore énormément de choses à faire. Les choses n'avancent pas tant que ça. Il y a un vrai statut de proche aidant qui commence dont les contours commencent à se dessiner et qui est fondamental. Les proches aidants revendiquent à juste titre d'être considérés, d'être jugés dignes, d'être conviés dans un dialogue et dans un vrai partage d'informations avec les professionnels de santé. Les proches aidants revendiquent à juste titre de ne pas être considérés comme des soignants domestiques. C'est-à-dire que ce qu'ils font dans leur engagement auprès de leurs proches dépendants, ce n'est pas normal, ce n'est pas obligé, c'est vraiment quelque chose qui coûte sur le plan mental et physique, et la société doit quelque chose à ses proches aidants en termes de soutien. On parle de soutien. Il y a des choses qui existent, mais c'est un sujet fondamental pour ce qui est de la thématique abordée aujourd'hui, en effet. Jérôme Fermand ? Alors sur cette thématique, oui, on a tendance à penser, en tout cas je pense, que les proches aidants sont les premiers soignants relationnels, mais également les premiers soignants, dire un peu plus techniques, lors d'un manque de professionnels de santé. La plupart du temps, ce sont les proches aidants qui réalisent ces soins. Voilà, qu'on soit très clair dessus. Donc oui, effectivement, il faut la reconnaissance des proches aidants, et aujourd'hui, on voit se multiplier dans les différents départements des appels à projets qui mettent en place des plateformes de répit, pour ne citer que ça. Voilà, donc c'est une vraie dynamique aujourd'hui de politique publique de mettre en place du soutien aux proches aidants, la multiplication des cafés des aidants, par exemple, même si, voilà, café des aidants entre guillemets, et des plateformes de répit. Voilà, donc voilà, c'est vraiment l'aidant désormais qui est en avant. Clotilde ? Oui, je rebondis sur votre réponse, docteur Kiledjian. Vous disiez la société doit des choses aux aidants. Qu'est-ce qu'elle doit concrètement, selon vous, leur apporter pour l'aide qu'ils apportent ? Dans le futur. Je suis embarrassé pour répondre. Dans un futur idéal, qu'est-ce que vous leur proposeriez ? Le point principal, c'est l'écoute en réalité, et l'écoute gratuite. Et ça se met pas en musique dans une loi. Tout à l'heure, j'évoquais les cultures professionnelles. C'est de cet ordre-là. Le regard que nous, les professionnels de santé, emportent sur ces aidants est fondamental. Ce que vivent ces gens-là, c'est dramatique.
voilà, on est dans une société aujourd'hui qui est un peu plus individualiste, hein, qui a moins le sens du devoir. Il faut prendre ça en compte. Les aidants d'aujourd'hui sont pas les mêmes que les aidants il y a 30 ans. Les pathologies elles-mêmes ne sont pas les mêmes. Les causes de dépendance ne sont pas les mêmes. L'âge des patients ne sont pas les mêmes. Je crois que les sociologues, psychologues et philosophes ont beaucoup de choses à nous dire et qu'on ait une gestion du système de santé qui ne soit pas que mécaniste et technique. Il y a des aspects sociologiques et humains fondamentaux. Alors, l'émission s'avance, on va peut-être dire un petit mot de technologie, parce que on voit que c'est un métier difficile avec des malades qui sont parfois très isolés. On a vu apparaître différents systèmes de technologie, donc là, sur la circulation de l'information, sur la surveillance des malades. Un petit mot peut-être sur cet aspect, Jérôme Fermand ? Alors aujourd'hui, la télémédecine. La télémédecine fonctionne et on a à cœur de pouvoir développer ce système de télémédecine au niveau du domicile aussi et voir... C'est-à-dire que vos infirmières pourraient, via la télémédecine, interroger un médecin sur une question ponctuelle ou quelque chose comme ça. Ponctuelle et éviter ces allers-retours j'allais dire un peu délétères pour les services d'urgence, mais aussi qui ne sont pas forcément nécessaires aussi pour les malades et donc les maintenir au niveau du domicile et les faire partir que si c'est nécessaire. Voilà, donc cet aspect de télémédecine est très important. Éric Hilégian, sur cet aspect télémédecine et technologie, à moins que Clotilde voulait compléter la question. Oui, ça va peut-être amener votre réponse, docteur Kiledjian. Télémédecine, on se dit technologie, personnes âgées, est-ce que ça va ensemble ? Est-ce que la télémédecine est un apport pour le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes ? Ou est-ce qu'au contraire, ça creuse les inégalités de soins pour ces personnes-là ? Non, ce point des technologies est fondamental. J'y crois beaucoup depuis déjà plus de 10 ans. Les progrès techniques sont enthousiasmants. Évidemment que ce n'est pas la personne âgée dépendante qui va être derrière son ordinateur, hein, mais on peut compter sur les professionnels de santé, y compris les aides à domicile, y compris les aides-soignantes des SIAD. Il y a quelque chose à faire. Vraiment, il y a une technologie qui est efficiente et disponible et dont les professionnels de santé ne se saisissent pas suffisamment. Voilà. Alors, juste rapidement, il y a tout ce qui concerne la santé connectée, les balances connectées, les prises de tension. On parle là des pathologies cardiovasculaires. Il y a la télésurveillance, il y a des choses à faire en termes de télésurveillance. Il y a la téléassistance qui est un domaine qui est en cours d'exploration pour sécuriser, renforcer la sécurité à domicile et apporter un soutien. Alors la téléassistance, c'est beaucoup la voix et l'image, hein, avec une relation qui s'instaure entre une personne et quelqu'un qui est à distance, qui est un professionnel. Et puis alors nous, on est vraiment porteurs avec notre DAC dans la région de Vienne d'un dossier partagé entre tous les professionnels de santé du domicile. Alors, puisqu'on a un représentant des SIAD, eh bien, certes, le SIAD a son propre dossier, mais aussi un autre dossier partagé avec médecins généralistes, avec les services d'aide à domicile, avec certains professionnels hospitaliers et certains médecins spécialistes. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et la seule limite, c'est de comprendre l'intérêt de cet outillage technologique. Et voilà, j'ai prononcé plusieurs fois le mot culture, et c'est encore ça. Jérôme Fermand, il y a des expériences à l'intérieur de VIV sur ces différents aspects, que ce soit à la fois les objets connectés ou la télémédecine pour le maintien à domicile ? Alors oui, de multiples choses sont en cours, j'allais dire. Voilà, mais je vais juste 2 secondes revenir sur le dossier partagé. C'est tout le projet de ESMS numérique qui a été lancé, ouvert aux différents établissements SIAD, mais également SAD, qui peuvent accéder désormais à un dossier informatisé. Donc on passe sur de la technologie pour laisser de côté le dossier papier. Voilà. Et puis le dossier médical partagé qui va permettre aussi... Les deux s'articulent ensemble. Exactement. Voilà, et de faire les liens un peu plus rapidement des différents professionnels de santé voilà, qui agissent autour du patient.
Ça, c'est pour le SMS numérique. Et puis, sur de la technologie pure, on parlait de télémédecine. Donc, la télémédecine aussi avance au niveau du domicile. Donc, ça, c'est des dispositifs qu'on essaie de mettre en place aussi au niveau de la région Centre-Val de Loire. Voilà. Et puis d'autres technologies qui permettraient aux aides-soignantes d'avoir des indicateurs à remonter au niveau des infirmières coordinatrices pour aller un petit peu plus vite sur la prise en charge. Donc non, effectivement, ce ne sont pas les usagers qui vont être plus proches de la technologie, mais en tout cas, des outils vont être confiés aux soignants pour pouvoir aller plus vite, pour pouvoir prendre en charge. Alors, dernier point, je l'ai gardé pour la fin parce que sinon ça serait une discussion sans fin, c'est le financement de tout ça. Alors, quid des moyens prévus et si j'ai bien compris, il y avait aussi une réforme de la tarification qui était prévue et je crois que le gouvernement fait tourner ses ordinateurs en fonction de la croissance de la population pour savoir combien ça va lui coûter et il ne va pas s'en sortir à moins de plusieurs milliards quand même, d'ici 2040. Oui, effectivement. Dans un premier temps, les services de soins infirmiers à domicile fonctionnaient en dotation globale. Les ARS donnaient des dotations pour fonctionner, tant sur la structure que sur les soins. Depuis 2022, une réforme se fait et une tarification se fait, de manière un peu bicéphale, une partie structure et une partie soins. Et la classification va se faire en fonction du GIR, donc de la dépendance, et également de la charge en soins. Voilà. Certains SIAD qui précédemment ne se retrouvaient pas dans les financements qui étaient octroyés par les ARS, aujourd'hui arriveront peut-être à s'y retrouver avec les dotations pour des patients qui sont plus lourds à prendre en charge et donc qui ont besoin de plus de moyens. Voilà. Éric Hilégian, donc on a vu qu'on essaie de sortir de la T2A à l'hôpital parce que ça n'a pas très très bien marché sur les maladies chroniques. Qu'est-ce que vous en pensez pour la prise en charge des personnes âgées dépendantes ? En tout cas, là où je rejoins M. Fermand, si j'ai bien compris son propos, c'est qu'une dotation globale, c'est pas la meilleure manière de financer un service. Et après, concernant la T2A, écoutez, je suis gériatre hospitalier. Pour moi, le problème de la T2A, c'est surtout que le taux directeur n'est pas suffisant d'une année sur l'autre, c'est-à-dire que l'enveloppe nationale n'augmente pas ou n'augmente que très peu, alors que les hôpitaux, chaque hôpital fait de plus en plus d'actes, font de plus en plus d'actes qui ne sont pas rémunérés à leur valeur. Le problème il n'est pas sur l'outil concernant, ça c'est ma pensée concernant la T2A, il n'est pas sur l'outil T2A, mais sur le fait que l'enveloppe est fermée, quoi, et que si un hôpital travaille plus, ça veut dire qu'on payera moins les actes. Mais il faut quand même probablement inventer quelque chose au domicile qui est de l'ordre d'un financement à l'activité. Voilà. La dotation globale, de mon point de vue depuis longtemps, c'est contre-productif. Vous vouliez rajouter quelque chose ? C'est pas incitatif. Non, voilà, juste que nous avons espoir que cette tarification, à l'acte, à l'activité, sera beaucoup plus équitable et fonctionnelle pour les établissements et services de soins infirmiers à domicile. Alors, on arrive au terme un peu de cette émission. Clotilde, est-ce qu'au terme de cette émission, vous avez la réponse aux questions que vous posiez et c'est quoi votre message pour vos confrères ? Oui, j'ai la réponse aux questions qui, malheureusement, des fois, sont le fait qu'il n'y en a pas de réponse. Mais non, je rebondis sur des choses que Dr Hilégian a dit. Je pense qu'il faut replacer l'humain au cœur de tout ça pour que ça fonctionne, le virage domiciliaire. Il faut proposer des approches humaines, autant pour les personnes âgées qui vont être accompagnées que les personnes qui vont les accompagner, les proches aidants et les professionnels de santé pour les attirer, les fidéliser. C'est aussi leur proposer des métiers où on prend en compte leur humanité. Ils en ont à revendre, ils demandent que ça. Et donc, je pense que c'est réhumaniser tout cela au maximum. On a des gens motivés, mais faut les garder en étant humain avec eux. Réhumaniser. Dr Hilégian, c'est quoi votre message ? Je suis extrêmement satisfait de la conclusion de Clotilde Bonnet. Mon message, il s'adresserait plutôt aux décideurs, c'est-à-dire ne faites pas comme si de rien n'était.
la crise, on est en plein dans une crise et j'entends qu'on fait des certifications d'établissement, qu'on met la pression sur les services d'aide à domicile et qu'on est prêt dans certains départements, à faire disparaître des services d'aide à domicile au motif que le gré à gré, ça coûte moins cher. Je comprends pas. Je comprends pas comment certains décideurs sont complices d'une crise au lieu de chercher à faire un diagnostic et à revoir un certain nombre de paradigmes. Voilà. Alors Jérôme Fermand, à vous le mot de la fin. Sur le maintien à domicile du grand âge, qu'est-ce que vous avez à nous dire? De façon très synthétique, je dirais qu'il faudrait remettre le care, donc la prévention, l'accompagnement, le relationnel au cœur des dispositifs et donner les moyens aux soignants de pouvoir bien accompagner nos usagers et nos patients. Eh bien, cette émission des jeudis des professions de santé en partenariat avec Vive sur le virage domiciliaire et le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes est terminée. Merci beaucoup à nos invités de nous avoir éclairés sur ces questions difficiles et on se retrouve très bientôt sur Fréquence Médicale.